Je suis ravi de vous présenter un résumé relatif au premier chapitre de la première unité intitulée « Réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée ». La carte paléogéographique est une reconstitution du paysage ancien d'une région donnée. Pour la réaliser, on se base sur un principe géologique intitulé le principe d'actualisme. Ce principe stipule que les phénomènes géologiques responsables des formations géologiques anciennes se sont manifestés de la même manière que ceux qui règnent sur Terre aujourd'hui. Donc, quels sont les outils et méthodes utilisés pour la reconstitution de la géographie ancienne d'une région donnée? Parmi les outils utilisés pour la réalisation de la carte paléogéographique, il y a l'étude granulométrique des sédiments. Pour cela, on se réfère au tableau ci-contre qui représente les catégories des particules sédimentaires en fonction de leur taille. Ainsi, on remarque qu'il y a les graviers dont la taille comprise entre 5 et 20 mm, les galets dont la taille comprise entre 20 et 200 mm, les sables dont la taille comprise entre 63 microns et 2 mm, et les argiles dont la taille est inférieure à 2 microns. Ensuite, il y a l'analyse granulométrique du sable. Pour étudier le sable, il faut le débarrasser de l'argile et du limon par un lavage à l'eau plate. Ensuite, on le traite à l'acide chlorhydrique pour le débarrasser du calcaire et ensuite à l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique qu'il contient. Ensuite, on le rince et on le sèche. On pèse ensuite 100 g de ce sable et on le met dans une colonne de tamis dont la taille des mailles diminue progressivement du haut vers le bas. Et après le tamisage, on pèse la quantité de sable que retient chaque tamis. Après cela, on passe à l'exploitation des résultats. Donc, on trace un graphe. Sur l'axe des abscisses, on pose le diamètre des grains de sable selon une échelle semi-logarithmique. Et sur l'axe des ordonnées, on trace une... Oui, B de C. D'accord. Très bien. نعاود نرجع ياك للسي نرجع للسي. Ensuite, on passe à l'exploitation des résultats du tamisage du sable. Pour cela, on trace un graphe appelé la courbe des fréquences. Sur l'axe des abscisses, on trace le diamètre des particules sédimentaires du sable selon une échelle semi-logarithmique et sur l'axe des ordonnées, on trace le pourcentage des grains contenus dans chaque tamis. Selon l'allure de cette courbe de fréquence, on peut déduire le degré d'homogénéité de ce sable. Si le oui, خصني نعاود يلا ماشي مشكل. Ensuite, on passe à l'exploitation des résultats du tamisage du sable étudié. Pour cela, on trace, d'après les résultats obtenus, une courbe de fréquence.
qui représente le pourcentage des grains retenus dans chaque tamis en fonction de la taille de ces grains. Selon l'allure de cette courbe, on peut déduire le degré d'homogénéité de ce sable. Si la courbe est unimodale, comme c'est le cas en haut, donc le sable est homogène. Ça veut dire qu'il provient d'une source unique. Si le sable, ou bien si la courbe est plurimodale, comme c'est le cas de la courbe en bas, on peut dire que le sable est hétérogène. Ça veut dire qu'il provient d'une multitude de sources. Après la courbe des fréquences, on passe à la courbe cumulative. La courbe cumulative permet de déterminer une constante appelée Q1, c'est-à-dire le diamètre des grains dont le pourcentage en poids est 75, et ensuite une constante appelée Q3, c'est-à-dire le diamètre des grains dont le pourcentage en poids est 25%. Ces deux constantes permettent de calculer ce qu'on appelle l'indice de Trask S0. Selon l'indice de Trask, on peut déduire le degré de classement des grains constituant le sable étudié. Et ceci est visible dans le tableau en bas. Selon l'allure de la courbe cumulative, on se réfère à un ensemble de courbes de référence pour déterminer le milieu de sédimentation de ce sable. Après ces deux outils, il y a un deuxième outil qui s'appelle l'étude macroscopique des sédiments. Au premier lieu, il y a l'étude morphoscopique des grains de quartz qui constituent le sédiment. Il existe trois types de grains de quartz. Il y a les grains non usés, qui sont transparents anguleux, qui caractérisent le milieu glacier ou fluviatile et dont le transport limité. Des grains hémocelluisants, transparents, polis et sont le résultat d'un transport par l'eau sur une longue distance. Et ensuite, il y a des grains ronds mat, sont le résultat d'un transport par le vent, c'est-à-dire un transport éolien. On peut ajouter aussi un type de grain qui est intermédiaire entre les hémocelluisants et les ronds mat et qu'on appelle les hémocy-mat. Le pourcentage dominant de chaque grain de quartz contenu dans le sable permet de déterminer l'origine du sable étudié. Après l'étude macroscopique des sédiments, il y a ensuite l'étude morphoscopique des galets. Les galets sont des sédiments dont la taille est comprise entre 20 et 200 mm. Leur forme et leur agencement permet de déterminer le milieu de sédimentation et ensuite peut déterminer le sens du courant qui les a mis en place. Le troisième outil, ce sont les figures sédimentaires. Les figures sédimentaires sont des traces et des formes laissées par les sédiments lors de leur dépôt. Elles sont le témoin des conditions de dépôt et de transport de ces sédiments. On distingue parmi d'autres les rides, les fentes de dessiccation et la stratification entrecroisée. Les rides, ce sont des petites ondulations à la surface des sédiments. Ils donnent une idée sur
l'agent du transport et sur le sens de cet agent. Les fentes de dessiccation, ce sont des ouvertures géométriques à la surface des sédiments. Ils sont le témoin de conditions de sécheresse lors de leur formation. Alors que la stratification entrecroisée, c'est une disposition enchevêtrée des sédiments détritiques et qui témoigne de courants agités dont la direction varie constamment. Ensuite, après avoir étudié les outils utilisés pour l'étude des sédiments, on passe à la dynamique des agents de transport des sédiments. Les particules sédimentaires réagissent différemment selon leur taille et selon la vitesse du courant qui les transporte. Ainsi, une particule sédimentaire, selon ces deux facteurs, peut être soit transportée, soit subir l'érosion de cet agent de transport, soit être sédimentée. Ces résultats sont montrés dans le diagramme de Joule-Strom qui est celui-là. En plus des outils vus précédemment, et pour la réalisation toujours de la carte paléogéographique, on se base sur les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels. On commence par les milieux continentaux. Le milieu fluviatile est caractérisé par des couches sous forme de terrasses qui sont soit emboîtées lorsque la sédimentation est dominante, soit étagées lorsque l'érosion est dominante. Dans cette photo-là, on peut voir un ensemble de terrasses étagées qui témoignent d'une érosion dominante. Dans le milieu lacustre, les sédiments calcaires sont concentriques. Dans les milieux éoliens, les sédiments forment des dunes de sable. Dans les milieux glaciers, les sédiments sont hétérométriques et non classés avec des galets striés. Le tout forme une moraine. Dans cette photo-là, on peut voir une moraine, c'est-à-dire un amalgame de sédiments de différentes tailles. Après les milieux continentaux, il y a ensuite les milieux intermédiaires, c'est-à-dire l'embouchure des fleuves. Lorsque l'influence du fleuve l'emporte sur celle de la mer, il y a formation d'un delta, comme le delta du Nil. Dans ce cas, le milieu continental gagne du terrain sur le milieu marin et les sédiments à majorité détritiques forment un delta. Lorsque l'influence du fleuve est amoindrie par celle de la mer, on parle d'estuaire. Dans ce cas, il y a pénétration du milieu marin dans le milieu continental et les sédiments sont de nature boueuse. Après les embouchures, il y a les lagunes, sont des étendues d'eau séparées de la mer par une barrière littorale. Ils sont caractérisés par une sédimentation carbonatée et des évaporites comme les gypses. Les plages sont des zones littorales caractérisées par le dépôt de sable ou de galets provenant de l'apport des fleuves, des marais et des vagues. La photo ci-contre représente la répartition actuelle des sédiments marins. Il y a plusieurs types de sédiments qui jalonnent les fonds marins. Il y a des sédiments continentaux, détritiques. Il y a des argiles rouges, des grands fonds, des sédiments d'origine glaciaire, des sédiments siliceux et des sédiments
des marges continentales. Les boues siliceuses s'observent au niveau des zones de haute productivité planctonique, au niveau de l'équateur et les hautes latitudes. Les boues carbonatées au-dessus du niveau de compensation des carbonates, les sédimentaires hygiènes à l'embouchure des grands fleuves. Le schéma ci-contre représente la répartition des sédiments marins en fonction de la topographie et de la profondeur des fonds marins. Dans le domaine littoral, il y a une sédimentation salifère, détritique et carbonatée. Dans les plateformes continentales, il y a une sédimentation détritique et carbonatée. Dans le domaine abyssal, la sédimentation est calcaire jusqu'à 4500 mètres de profondeur. Dans les fonds ou bien les grands fonds, la sédimentation est surtout boueuse, d'origine argileuse, avec incrustation de débris calcaires et siliceux d'origine planctonique. Ces outils qu'on vient de voir nous permettent de réaliser la carte paléogéographique des bassins phosphatiers du Maroc. Et pour cela, on commence par l'étude des caractéristiques des dépôts de phosphate au Maroc. Premièrement, la localisation des principaux gisements de phosphate au Maroc. Il y a les principaux gisements phosphatiers du Maroc, comme le montre cette carte, sont les gisements d'Ouled Abdoul, du Ganchour, Msqala et de Boukra. Le gisement d'Ouled Abdoul entre Stat et Ouazzam, du Ganchour près de l'Youssoufia et celui de Boukra au sud de l'Ayoun. Après la localisation de ces sédiments, on passe aux caractéristiques des roches phosphatées du Maroc. La roche des phosphates est un sable fin d'aspect compact, disposé entre des couches horizontales. Après la détermination de la localité géographique de ces gisements, on passe à l'étude des caractéristiques des roches phosphatées du Maroc. La roche de phosphate est un sable fin d'aspect compact disposé en couches horizontales intercalées entre des couches de calcaire et de marne. Elle est riche en fossiles d'origine littorale et pélagique, comme le montre la photo ci-contre. Ici, c'est une roche des phosphates dans laquelle on peut observer plusieurs fossiles. Et cette photo-là montre quelques fossiles contenus dans les phosphates du Maroc. Ensuite, on passe aux conditions écologiques de vie des êtres vivants semblables aux fossiles des phosphates. Ces êtres vivants qui sont proches des êtres vivants dont les fossiles se trouvent dans les roches de phosphate sont ou bien vivent actuellement dans les zones pélagiques et littorales sous un climat tropical ou équatorial et dans des eaux chaudes. Le tableau ici montre les faunes et flores qui sont semblables aux fossiles du phosphate du Maroc. Des exemples de ces faunes et flores, et ensuite le milieu de vie, et ensuite le climat. En général, les fossiles contenus dans les phosphates du Maroc
vivaient dans une pélagique à littoral, dans des eaux chaudes et dans un climat tropical ou équatorial. Après l'étude des caractéristiques des phosphates du Maroc, on passe aux conditions de sédimentation des roches phosphatées. Pour cela, on se base sur la théorie de Kassakov, selon laquelle le phosphate aurait précipité chimiquement sur les bords du plateau continental après avoir été ramené vers la surface par un courant marin froid et ascendant, comme vous pouvez le voir ici. Ce courant est appelé les apoélines, et cela a une profondeur comprise entre 50 et 200 mètres. Tout cela suppose l'existence de bassins peu profonds reliés à la mer et dans lesquels les phosphates ont pu précipiter pour former les gisements actuels. Donc, après avoir traité l'ensemble des outils utilisés pour la réalisation de la carte paléogéographique, on passe effectivement à cette réalisation. Et pour cela, on se base sur deux théories. La première, c'est celle de Trapp, émise en 1994, selon laquelle, entre le Maastrichtien et l'Yprésien, il y avait une mer peu profonde, comme vous pouvez le voir ici, sur la photo. Ce qui est en bleu, c'est la mer peu profonde. Cette mer reliait les bassins des phosphates à l'Atlantique et couvrait une partie de l'ouest du Maroc. Dans cette mer épicontinentale, les conditions de précipitation et de dépôt des phosphates ont été réunies, et de là, les gisements de phosphate du Maroc ont été formés. De l'ensemble de ces données, une carte du Maroc en cette période a été dressée et représente la carte paléogéographique des bassins de phosphate du Maroc. Donc la photo ici représente en bleu la mer épicontinentale qui couvrait cette partie du Maroc, et en jaune, ce sont les gisements de phosphate qui ont pu se déposer en cette période. La deuxième théorie est celle de Boujou, émise en 1968, qui stipule que entre le Maastrichtien et l'Yprésien, le Maroc était relié à l'Atlantique par un ensemble de golfes. Dans ces golfes, les conditions nécessaires à la précipitation et à la sédimentation des phosphates ont été réunies, et de là, la formation des gisements des phosphates du Maroc. La carte ci-contre représente la géographie ancienne d'une partie du Maroc entre le Maastrichtien et l'Yprésien, et dans laquelle on peut voir cette partie-là. C'est la zone où ont été déposés les phosphates du Maroc. J'espère que ce résumé vous sera utile. Merci de votre attention et à bientôt.